Vendredi, il était attendu comme le Messie par Gilles qui rêvait de changer de Mac depuis des années, et vendredi, son MacBook Pro M4 est arrivé, oui, le jour de la sortie. Premières impressions en tant que telles et aussi en quittant son portable Mac Intel de 2017, c'est dans un instant. Au bout de 4 jours d'inactivité, les iPhones redémarrent désormais automatiquement pour protéger leur contenu et se mettre en sécurité derrière l'écran de déverrouillage. Cette nouveauté non documentée est arrivée avec iOS 18.1 et elle inquiète les autorités comme le FBI qui risquent de se retrouver avec des iPhones de suspects inaccessibles et inexploitables. C'est l'information de la semaine et on va y revenir. C'est le nouveau Mac M4, le plus plébiscité pour son design interne, pour sa compacité, une véritable star des réseaux qui se retrouve ici, déjà flanqué dans un caisson de mini Mac Pro imprimé en 3D avec ses roulettes sur le bureau, ou encore fixé sous le bureau pour rendre son bouton d'allumage enfin accessible. Retour à venir sur le Mac Mini M4 et M4 Pro, il pourrait même inciter Gilles à renvoyer son MacBook Pro. Et puis le bonus hebdo exclusif, cette semaine, il n'y a pas que le Mac qui soit mini, des PC mini, ça existe aussi. Alors que vaut celui d'Apple par rapport aux autres? Pour en profiter, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Nom du podcast, iWeek, la semaine Apple, épisode 207, date d'enregistrement mardi 12 novembre 2024, heure d'enregistrement 17h45. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans iWeek. Je m'appelle Benjamin Vincent. Salut les copains, salut Gilles Dunès. Salut Benjamin Vincent. Tu vas bien? Un Gilles tout neuf. Oui, tout neuf. Reconditionné peut-être, mais pas si neuf que ça. Je crois que ta CB dit non, il n'est pas reconditionné celui-là. C'est vraiment du neuf. Je rappelle Gilles que tu es l'ancien rédacteur en chef de Mac Plus et le co-auteur d'iPod Backstage, livre de référence sur l'iPod coécrit avec Marc Geoffroy. Salut Fabrice. Salut Benjamin, salut à toutes et tous. Fabrice Neumann, consultant tech pour les petites entreprises et contributeur de plus en plus prolixe sur comment ça marche. J'essaye un peu, il y a des trucs à dire, alors voilà, du coup, quand il y a des trucs à dire, je les écris, c'est con. Hein. C'est vrai, en ce moment il y a beaucoup de trucs à dire. Bonjour aussi à vous qui nous accompagnez en direct pour cet enregistrement diffusé en streaming sur X, sur Twitch, sur Facebook, sur LinkedIn Live et sur YouTube via la chaîne de Watch Audio, Watch OUATCH, je vous le rappelle. On est à votre écoute sur les différents chats où vos messages commencent à arriver. N'hésitez pas à réagir et à nous poser vos questions. Évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et suivez-nous sur chacun de ces réseaux. Peut-être qu'on peut dire bonjour, Fabrice, à quelques-uns de ceux qui se sont déjà manifestés dans le chat. Eh bien oui, alors on va commencer par celui qui a été le plus rapide à nous mettre un petit message, Mike N, c'est-à-dire Michael, qui avait fait aussi un petit passage dans le numéro 206, dans l'épisode spécial pour les contributeurs Patreon, rappelons-le, qui peuvent nous rejoindre une fois par mois quand ils veulent, pendant l'émission. Et puis il y a iFanboy31, Clipsider, et puis Zuber aussi, qui est déjà là. Merci à eux d'être toujours fidèles au rendez-vous. Ouais, justement, on adresse un bonjour spécial à nos soutiens sur patreon.com/iWeek. Alors, on a vraiment besoin de votre soutien parce que le Black Friday approche, c'est dans 17 jours. Non, oui, c'est ça. C'est le 29. Ouais. C'est ça, 17 jours maintenant. Il se trouve que pour nous, c'est la période de renouvellement de quasiment toutes les licences des logiciels qui nous sont indispensables pour la production du podcast chaque semaine. Alors, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté sur Patreon, eh bien, c'est le moment. Un petit geste, l'équivalent d'1,50 € par épisode, ça fait toute la différence pour nous. Et vous aurez accès non seulement aux bonus exclusifs, comme celui d'aujourd'hui, qui sera consacré aux concurrents du côté PC du Mac Mini, mais aussi, comme tu viens de l'évoquer, Fabrice, le premier mardi du mois, notre épisode totalement interactif avec un lien spécial qui vous permet de nous rejoindre en visio si vous le souhaitez. Et donc, ça se passe sur patreon.com/iWeek.
Et on va commencer tout de suite avec notre droit de suite à nous. C'est retour sur chaque semaine désormais, vous le savez. Quelques minutes pour compléter une info, pour l'enrichir ou pour la rectifier. Et aujourd'hui, Fabrice, expérience personnelle, familiale, autour de la fonction mal des transports qui est apparue avec iOS 18 et que tu as testé dans les Pyrénées. Exactement. Alors, déjà, je vais réagir. Ça me fait toujours rire, finalement, quand tu dis droit de suite. Parce qu'on a l'impression qu'on va s'engager sur un truc judiciaire, légal. Oui, nous avons le droit d'en parler. Alors, nous avons le droit de parler et donc de revenir sur cette fonction, effectivement. C'est pas droit de réponse, hein. C'est juste droit de suite. C'est pas droit de réponse. Qui s'appelle, j'ai été chercher tout à l'heure, évidemment, je le retrouve pas. Voilà, indicateur de mouvement. Alors, pour rappel, c'est une fonction qu'on peut activer depuis le centre de contrôle de son iPhone et qui affiche des petits points de différentes tailles. On a des pointillés sur les deux bords gauche et droit de l'iPhone et qui bougent en fonction du mouvement de la voiture ou en tout cas du mode de transport dans lequel on est. Et qui est censé aider à lutter contre le mal des transports. C'est-à-dire, le principe étant que quand on est en voiture et qu'on est sujet au mal des transports, c'est notamment parce que l'oreille interne détecte un mouvement, mais que le corps, lui, ne bouge pas. Donc ça crée une différence et ça peut créer cette sensation de mal de mer, comme on dit. Et donc, on peut aller dans le centre de contrôle, on ajoute, si elle n'y est pas cette commande indicateur de mouvement, et puis on peut ensuite l'activer, et on a ces petits points qui s'affichent. Et alors, effectivement, j'ai eu cette chance d'aller dans les Pyrénées ce week-end. On s'est baladé un peu, et à un moment, ma chérie m'a dit « Ah, je peux pas regarder le message que nous a envoyé je ne sais plus qui, je vais être malade. » J'ai dit « Tiens, t'as qu'à essayer ça pour voir. » Et donc, elle a activé ça sur son iPhone. Et alors, ça a très bien marché. Elle a senti une différence immédiate. Alors, la première fois, c'était un petit peu embêtant parce qu'elle était déjà un peu un peu malade. Donc, le fait d'activer la fonction, ça n'a pas suffi. Mais sur le chemin du retour, elle l'a activé tout de suite et ça a très bien marché. Voilà. Et donc, c'est pour une fois qu'on a pu le tester en direct, en vrai, pendant le voyage. J'ai trouvé ça intéressant. Pour elle, ça a été très efficace. Moi, j'étais en train de conduire, alors j'ai pas testé. Mais voilà. Donc, je vous rappelle, le centre de contrôle, ça s'appelle indicateur de mouvement. On peut l'activer à la main. Il y a un mode qui est censé l'activer automatiquement quand il détecte qu'on est en voiture, mais je pense que c'est lié à une connexion Bluetooth à la voiture et pas seulement à la détection de mouvement. Donc, ça se met pas en marche automatiquement si on n'est pas comme ça. Mais dis-moi, voilà, mais du coup, c'est pas trop tard une fois qu'on a commencé à avoir mal au cœur? Si, justement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est arrivé pour elle. Donc, il faut penser à l'activer avant. Et quand elle y a pensé, parce qu'elle a senti une différence quand même. On veut pas connaître la suite. Non, mais justement, elle a senti une différence. Et donc, au retour, elle l'a activé tout de suite. Et elle a pu utiliser un petit peu son téléphone de manière beaucoup plus confortable grâce à ça. Merci, Fabrice, pour ce retour sur... Il n'y avait pas de droit de suite là, pour la fonction mal des transports. Elle s'appelle comment, le nom exact de la fonction? Indicateur de mouvement. Très bien. On passe à l'événement de la semaine. Et là, je me tourne vers Gilles qui est en train de réviser ses notes à propos de ces 4-5 derniers jours, puisque Gilles... Tu l'espérais vendredi, et c'est bien vendredi, donc le jour de la sortie, ton MacBook Pro M4 Pro est arrivé. Oui, d'abord, la caméra n'est pas activée. Comment tu sais que je révisais mes notes? Parce que je te connais. Bon alors, donc tu l'espérais vendredi, et il est arrivé vendredi. Il est arrivé vendredi, oui, en milieu de journée. Je n'ai pas pu me jeter dessus tout de suite, et... la transition a été un peu difficile, mais l'ordinateur, donc, il est calé dans sa boîte lui aussi. Quand tu l'ouvres, on a l'expérience, c'est le son. Le son et... c'est marrant que ton premier contact, et ce soit le son. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a frappé? Pourquoi c'est le son avant même l'écran ou autre chose? Parce que dès qu'on ouvre le Mac, il démarre avec le shim, le fameux bruit qui a disparu pendant quelques mois et qui est revenu
au démarrage du Mac, et on a un son extrêmement riche avec ces quatre boomers. Et, le chim, c'est le bruit de démarrage en français. Hein. C'est ça. C'est le son comme un accord qui aurait été planté sur un clavier avec un poulpe à 8 bras ou quelque chose d'extrêmement riche et touffu. Et John Ternus, dans le film, la vidéo de présentation avait une petite animation de type cartoon pour marquer la puissance et la richesse de ce son, et c'est pas usurpé, il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce modèle-là, davantage que ce que j'ai pu connaître auparavant. Et le son est enveloppant, on le verra ensuite. Et dans un deuxième temps, l'écran s'allume, et il est époustouflant quand on vient de MacBook Pro Intel de 2007, tu l'as dit. Pas 2007. 2017, oui. J'étais sûr que ça reviendrait. Donc, liquide Retina XDR, avec une résolution de 3024 sur 1964 pixels, à 254 pixels. Et à titre de comparaison, le 30 pouces Cinema Display qu'affectionne Baptiste fait 2560 sur 1600 de résolution, c'est-à-dire la moitié le MacBook Pro fait la moitié de la diagonale et 1,5 fois plus de résolution que le 30 pouces. Si je puis me permettre, Gilles, le 30 pouces tu parles du dernier, du Pro XDR. Non, le display. Oui, celui avec l'enclosure en métal qui vient des Mac Pro G5 ou Mac Pro Intel. Ah, donc l'ancien, d'accord. L'ancien, oui. Oui, ok. Et la couleur et la luminosité sont au top. Là, à l'utilisation, je suis à 50% de luminosité, et auparavant, j'étais à 75%. Alors, on va rappeler peut-être à ce propos justement que le MacBook Pro M4 ou M4 Pro, en tout cas cette gamme-là, a une luminosité maximum de l'écran en mode SDR, donc pas en mode HDR, haute densité, ceci, cela, de 1000 nits contre 600 dans le modèle précédent. Et ça, c'est aussi vraiment intéressant. Donc, c'est pas uniquement dans un mode où on regarde des films et qui est un mode exceptionnel qu'on peut profiter d'une luminosité très, très intense. Intéressante pour travailler quand on est dehors, par exemple. Gilles, est-ce que tu peux nous confirmer quel modèle tu as très précisément? Très précisément, c'était le 14 pouces M4 Pro avec 14 cœurs de CPU, 20 cœurs de GPU et une mémoire unifiée de 24 Go. Et le stockage fait 1 Tera, ce qui était important en ce qui me concerne. Donc c'est un modèle entre guillemets standard, enfin c'est l'un des modèles proposés en standard. C'est un des modèles qui sont sur étagère sur l'Apple Store en ligne, mais qui ne sont pas proposés en standard par les APR. Donc il y a un petit peu une distorsion de concurrence, et on va dire le milieu de gamme pour le MacBook Pro 14 pouces. Alors il y a un détail que je n'ai pas, et ça a été l'objet de discussions entre nous sur notre groupe, notre messagerie commune. Tu as pris la version 14 ou 16 pouces? La version 14 pouces. Il me semble avoir Pourquoi donc tout à l'heure. Oui, bouh. Pourquoi donc? Alors parce que il y a des moments où j'ai une table qui est assez réduite, et ça évite les catastrophes, même si puisque j'ai encore un certain nombre de périphériques au format USB-A, tout n'est pas encore passé en USB-C, et donc il y a un hub, un concentrateur qui prend un peu de place,
c'est une question de place et de praticité, on va dire. Mais il n'y a pas de souci par rapport à cette taille qui est moins un pouce moins grande que le MacBook Pro 15 pouces que j'avais auparavant. C'est pratiquement insensible. On va préciser que tu hésitais entre donc le 14 et le 16 pouces, sachant que pour le même prix, donc, si je ne m'abuse, 2899 €, tu avais soit le modèle 16 pouces avec 512 Go de SSD, ou le modèle 14 pouces avec 1 Tera de SSD, le reste était identique. C'est ça. Et pour mon usage personnel, les 512 Go de stockage supplémentaire étaient importants, même si avec le passage de l'un à l'autre, j'ai perdu à peu près 200 à 230 gigas de fichiers qui étaient surnuméraires, des résidus d'installation, etc. Ouais. Alors, ça fait quoi de passer d'un Mac Intel de 2017 à un MacBook Pro M4 de 2024, presque 25 ? Oula, il y a largement de quoi décoiffer Craig Federighi, hein, c'est impressionnant. À quoi est-ce que tu as vu la différence de puissance, de rapidité, etc. Le lancement quasi instantané des fenêtres dans les navigateurs. J'ai tendance à avoir un Safari extrêmement surchargé. Alors j'ai contacté pour des problèmes de driver, j'ai contacté l'assistance d'Apple, et le premier truc qu'ils m'ont dit, mais je vois sur votre bureau que vous avez tout un tas de fenêtres Safari ouvertes. Est-ce que vous connaissez les bureaux partagés, je ne sais plus le nom. Les spaces, mission contrôle. Les espaces, oui. Ouais, et donc c'est le premier truc qu'ils m'ont dit, parce que ça faisait gagner de la mémoire, et c'est peut-être pour ça que j'avais un ordinateur qui ramait à ce point. Mais même en gardant pour l'instant cette configuration, en attendant de mettre de l'ordre dans les 40 ou 50 fenêtres Safari qui sont iconifiées dans le dock, il y a une impression de vitesse, de puissance qui est rassurante. J'ai utilisé DxO Photolab 7 pour passer en TIFF d'un fichier brut de 36 mégapixels à 12 800 ISO, un truc très très lourd, le passer en TIFF. Il a fallu 7 ou 8 secondes, alors qu'auparavant, il me fallait, avec un Mac redémarré à neuf et uniquement DxO qui tournait, il me fallait bien 45 à 50 secondes. Donc pour les professionnels de l'image qui vont travailler avec des lots à tirer, à développer, ça va changer la vie, je pense, même par rapport au M1. Si vous voulez, on pourra conclure avec quelques chiffres. La puissance de ce truc bat tout ce que en version M4 Pro va plus vite que tout ce qui était proposé jusqu'à présent, à l'exception du travail sur l'image avec les doubles encodeurs que pouvait présenter le M2 Ultra du Mac Studio.
Juste un mot à propos de ta transition, ta migration un peu compliquée. C'est parce que tu utilises des périphériques dont les drivers sont pas forcément à jour ou Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? j'ai bien galéré avec le trackball toujours pour des questions que j'utilise toujours pour des questions de place. Je vous encourage d'ailleurs à utiliser tous ce genre de périphérique à la place de la souris, ou alors les souris ergonomiques de type Orbit où on n'utilise que le pouce parce que Fabrice c'est montre une Logitech Ouais. ergonomique. Je montre un trackball Logitech que j'utilise de temps en temps. J'avoue que je suis quand même un peu moins précis avec ça qu'avec une souris. Mais je ne remets pas en cause l'intérêt. C'est vrai que le fait d'avoir un dispositif qui ne bouge pas, un peu comme un trackpad par exemple, c'est vraiment intéressant. Oui, et l'avantage c'est qu'elle est dans l'axe du bras qui travaille et pas au milieu avec un effort supplémentaire au niveau de l'acromioclaviculaire pour parler le diapharus médical. Donc, les drivers, comme à chaque changement d'OS, étaient pas évidents à faire passer d'une machine à l'autre chez Kensington, et donc il a fallu faire un certain nombre de manipulations, désinstaller complètement, y compris les petits fichiers aux services et aux applications qui sont dans la librairie, dans le fichier système, et surtout quelque chose auquel j'avais pas pensé de suite, débrancher et rebrancher le périphérique pour qu'il reprenne les bonnes habitudes avec un driver tout beau, tout neuf, capable de... C'est quand même pas fréquent de devoir aller bidouiller dans les fichiers système, Gilles. T'avais pas un installeur de driver si c'était pas automatiquement reconnu? Non, il a pas été... comment dire, les fichiers anciens n'étaient pas reconnus pas valables avec la nouvelle version de l'OS, et ce n'est pas les seuls, Kensington n'est pas les seuls à faire ça. J'ai regardé chez Steam qui ne fonctionne toujours pas, j'ai toujours pas pu jouer. Il faut également, si on veut désinstaller Steam, il faut également aller regarder dans la librairie, le service aux applications, dans le dossier système. C'est pas les seuls, ils n'ont pas de service de désinstallation propre pour pouvoir faire une clean install ensuite quand on veut changer de version de l'OS. Ok. Bon, dernière question, Gilles, parce que j'imagine que tu n'es qu'au début de ton test de ce MacBook Pro M4 Pro. Est-ce que tu regrettes d'avoir choisi ce modèle, ou est-ce que tu as bien visé d'entrée? Je pense que j'ai bien visé d'entrée. C'est pas faute d'avoir réfléchi avant, puisque j'ai vraiment pris le temps de la réflexion. Ouais, je pense que les plus fidèles de nos éditeurs se rappellent qu'on parle de ton changement de MacBook depuis 2-3 ans déjà. Oui, je comptais sur le M3, mais le M3, Apple nous a fait, ou plutôt TSMC, on ne sait pas, nous a fait une mauvaise manière sur ce M3 Pro avec un ou deux cœurs qui étaient en moins par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, et qui n'avaient pas ne donnait pas tout ce qu'on aurait pu espérer par rapport à un changement de millésime. Moi, je voudrais à ce sujet rendre hommage à Gilles quand même, parce que il a fait quand même preuve d'une belle retenue, parce que quelle patience.
Et quelle patience, parce que on est quand même à peu près tous, si tous passés, même Eli a attendu un peu, mais pas autant que lui, pour passer au processeur M et abandonner Intel. Et Gilles a vraiment patienté jusqu'à trouver, a priori, je pense que c'est la bonne, en tout cas, tout le monde a l'air de dire que la génération M4, elle est très réussie, elle a tout ce qu'il faut. Donc moi je dis bravo, hein, j'allais dire j'aurais pas eu cette patience, d'ailleurs je l'ai pas eu. Ça dépend des besoins que tu as et vraisemblablement avec les clients qui sont sur des configurations plus musclées, pour pouvoir les aider et éventuellement prendre la main sur leur machine, tu avais besoin aussi de quelque chose qui tienne la route. C'est encore une fois une question d'usage. Merci Gilles pour donc ces premières impressions sur le MacBook Pro M4 Pro. Tu valides, hein, si j'ai bien compris. Oui. J'ai quand même une ultime question, parce que tu nous avais dit la semaine dernière que tu risquais de le renvoyer pour finalement prendre un Mac Mini M4 Pro. Est-ce que tu t'es décidé de ce côté-là? J'ai encore une semaine et demie pour prendre une décision. Ça ferait du tintouin, peut-être ces allers-retours. C'est pas extrêmement écologique non plus. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la course aux armements il y a un petit moment. Hein. Et donc, si d'ici 15 jours, il ne me fait pas de coups bolides, je vais le garder. Pour l'instant, il fonctionne vraiment bien, il donne toute satisfaction. Alors tu sais, je te l'apprends peut-être, mais si tu as reçu ton Mac donc le 8 ou depuis le 8 novembre, tu as jusqu'au 8 janvier pour le retourner. Hein. Ah oui. Donc on est passé en mode Black Friday. Donc. On est passé en mode Noël, ouais, on est passé en mode achat ça. pour les fêtes. Et donc, tu as 2 mois, en fait, à partir de la date de réception pour le renvoyer. Bien vu. Et Clipsider dans le chat fait la même réflexion juste maintenant. Et oui, je n'aurais pas pensé à ça. Donc, et du coup, on va peut-être avoir plusieurs épisodes alors sur ce sujet. Voilà. Il n'y a pas forcément que 12 jours pour le renvoyer. Profites-en, Gilles, profites-en. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir iWeek, vous avez un moyen très simple de le faire. Ça se passe sur patreon.com/iWeek. Rejoignez ceux qui nous soutiennent déjà, celles et ceux, parce que on a aussi quelques supportrices sur Patreon. Vous aurez accès au bonus hebdo exclusif et aussi le premier mardi du mois à notre iWeek interactif grâce à un lien très spécial qui vous permet de faire toc-toc et de participer à iWeek en visio. Alors rendez-vous sur patreon.com/iWeek pour nous soutenir, et on remercie évidemment tous ceux qui nous soutiennent déjà, toutes celles et tous ceux évidemment. On passe à l'info de la semaine, et cette info, elle concerne la mise à jour de votre iPhone que vous avez probablement déjà faite, mise à jour d'iOS en 18.1. Et on a découvert il y a quelques heures, hein, c'est très récent, Fabrice, que cette mise à jour contient une nouveauté dont on n'avait encore pas du tout entendu parler. Et c'est une nouveauté, on va dire, pas anodine du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe que au bout de 4 jours, donc 96 heures d'inactivité, c'est-à-dire que vous ne touchez pas l'iPhone, il va totalement redémarrer tout seul. C'est normal, c'est prévu, et c'est une histoire donc de sécurité, semble-t-il. Et donc j'ai appris pour l'occasion, je ne savais pas. Donc il y a 2 modes sur l'iPhone, un AFU et un BFU. Et donc le U, ça évidemment, ça vient juste de m'échapper. Before. Non, le U. C'est le U after. qui m'échappe. U, on a dit. Unlock. Alors first, c'est after first unlock pour AFU ou before first unlock, donc avant ou après. Et donc et ce qui change, c'est
Lorsque donc on démarre l'iPhone et puis ensuite on l'utilise, puis on le met en veille, il y a donc forcément des choses qui restent en mémoire vive, des infos, des données, etc., qui sont difficilement accessibles, mais quand même plus facilement accessibles que lorsque l'iPhone a totalement redémarré, et donc il se retrouve en mode Before First Unlock, avant d'avoir été déverrouillé une première fois, et ce qui rend plus difficile l'accès aux données par certains trous de sécurité ou ces fameux appareils qui sont capables d'aller visiter l'intérieur des iPhones. Et donc visiblement ça n'a pas l'air de plaire à certaines autorités, notamment le FBI, qui de temps en temps parviennent justement à extraire des données de certains iPhones de malfaisants, ou en tout cas de gens qui sont soupçonnés de l'être, et pour essayer de trouver des infos dedans, justement. Et bien, visiblement, pour répondre encore pour aller plus loin dans la protection des données privées des gens qui utilisent les iPhones. Voilà, donc ce mode qui fait qu'au bout de 4 jours, l'iPhone va redémarrer totalement pour être sûr de vider sa mémoire vive, finalement. Tout bêtement, si j'ose dire. Mais plus largement, ça verrouille le téléphone. Alors, ça reverrouille le téléphone. Bah, c'est-à-dire que ça reverrouille, ça veut dire... on se rappelle, hein, quand on redémarre son iPhone, on ne peut plus le déverrouiller avec le capteur biométrique, qu'il s'agisse du visage ou de l'empreinte digitale. Et ça, c'est le cas à chaque redémarrage, ou même, il suffit, et c'était déjà ce que certains conseillaient avant le passage à la frontière américaine, notamment, parce qu'il y a une histoire liée à la loi américaine, sûrement dans d'autres pays, et je ne sais même pas comment ça marche en France. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, les autorités américaines peuvent vous forcer à faire un déverrouillage avec le capteur biométrique, visage ou empreinte digitale, mais ils ne peuvent pas vous forcer à déverrouiller avec le code de déverrouillage, parce que c'est quelque chose qui est dans votre tête, alors que pour la biométrie, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de votre corps. C'est ça la distinction. Donc le fait de verrouiller le téléphone pour qu'il soit en mode de vous demander le code pour le déverrouiller plutôt que d'être déverrouillé par le capteur biométrique, c'est ça qui change. Alors on peut déjà le forcer tout seul. Par exemple, depuis 2 versions ou 3 même peut-être, dans le centre de contrôle, revenons-y si j'ose dire, il y a un petit bouton maintenant en haut à droite du centre de contrôle qui est un bouton marche-arrêt, qui permettent d'éteindre son iPhone de manière logicielle plutôt que d'appuyer sur une combinaison de boutons. Mais si vous appuyez sur ce bouton en haut à droite et que vous lancez la procédure pour éteindre l'iPhone et puis finalement que vous l'annulez, eh bien, ça désactivera les capteurs biométriques. Donc ça le mettra justement en mode de verrouillage par le code déjà. Mais ce que va faire un redémarrage, et donc dans le cas de cette nouvelle fonction de 18.1, un redémarrage forcé au bout de 4 jours, c'est qu'en plus, en redémarrant, l'iPhone va vider le contenu de sa mémoire vive et repartir vraiment de, entre guillemets, zéro. Et donc pas de mot de passe stocké potentiellement pendant quelques temps ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment c'est pour ça finalement que on a tous déjà remarqué, régulièrement, votre iPhone, de toute façon, vous demande déjà de remettre le code de déverrouillage, c'est-à-dire qu'il n'est pas déverrouillé par les capteurs biométriques au bout de 8 heures. Il me semble que c'est 8 heures. Mais il n'a pas redémarré, c'est juste qu'il a désactivé le capteur biométrique pour une étape de sécurité supplémentaire. Et là, ça va un petit peu plus loin, au bout de 4 jours, ça redémarre. Donc effectivement, il semble visiblement que ce soit vraiment pour viser les gens qui sont d'un intérêt particulier pour les autorités, qui récupèrent un iPhone sur une scène de crime, etc. Et si ça traîne un peu, au bout de 4 jours, ils redémarrent et ils pourront visiblement plus du tout aller à l'intérieur, ou en tout cas encore plus difficilement qu'avant. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que l'info n'est pas venue d'Apple, mais apparemment des forces de l'ordre à Détroit, dans le Michigan, qui ont assisté à un redémarrage d'iPhone quasiment par magie, si j'ai bien compris, parce qu'il devait être posé sur une table. Je ne sais pas dans quel contexte, mais en tout cas, ils ont vu l'iPhone redémarrer. Alors, comme il y avait plusieurs iPhones dans la pièce, ils ont eu l'impression que certains iPhones demandaient aux autres de redémarrer, mais en fait, apparemment, c'est une fonction qui est
incluses dans la mise à jour 18.1. Donc chaque iPhone, de manière totalement autonome, au bout d'une période d'inactivité, donc de 4 jours, comme tu me disais, Fabrice, va redémarrer pour se mettre en mode sécurité, en fait, pour se protéger. Ça, exactement. Exactement. Mais là, c'est plus rapide que 4 jours, c'est quelques heures. C'est-à-dire même pas la durée d'une garde à vue, ou si quelqu'un, un malfaisant, comme disait Fabrice, subtilise l'iPhone d'un journaliste ou d'un activiste qui plaît pas à tel ou tel gouvernement, il faut qu'il fasse FISA pour essayer de récupérer ce qu'il y a dedans, et sinon ils vont être obligés de se gratter, quoi. Alors donc, c'est vraiment, a priori, c'est vraiment 96 heures pour le redémarrage. Il y a pas de, c'est pas moins, c'est pas quelques heures, Gilles. C'est quelques heures pour faire apparaître, donc 8 heures pour faire apparaître le code de déverrouillage, mais le redémarrage complet, c'est vraiment 96 heures. Qu'on sache aujourd'hui, parce que, rappelons-le, ça n'a pas été une communication officielle d'Apple pour l'instant, du tout. Ouais. 96 heures, ça fait une garde à vue de procédure antiterroriste ou quelque chose de vraiment grave. Donc ça laisse le temps aux policiers, à la police scientifique de faire diligence si vraiment il y a un problème sérieux. Mais quelle est la raison de cette nouvelle fonction? Parce que, bon, ça fait des années que le FBI et les services de l'État, enfin des agences gouvernementales aux États-Unis bataillent avec Apple pour avoir accès à des iPhones qui sont saisis dans le cadre d'enquêtes ou de perquisitions ou d'arrestations. Apple en remet une couche. Alors, est-ce que c'est pour la protection des données personnelles ou est-ce que c'est davantage ciblé justement pour compliquer les enquêtes de police? Il y a une position de principe quand même de la part d'Apple de vouloir protéger les données personnelles de qui que ce soit. Et c'est pas Apple n'est pas là pour faire justement pour juger du caractère de qui que ce soit, et donc leur idée c'est d'avoir des appareils qui protègent les données personnelles. C'est pour ça que au fur et à mesure des années et des versions de système, il y a tout un tas de procédures mises en place pour que de chiffrement par exemple, pour que même lorsque, donc c'est arrivé aussi il y a quelques années, le FBI avait demandé à Apple d'avoir accès à des informations d'un terroriste là, suite à un school shooting, donc encore un fou dangereux qui avait tiré sur des élèves dans une école. Et Apple avait dit, mais on ne peut pas, les informations sont chiffrées, on n'y a pas accès, et donc le FBI a beaucoup insisté, il y a eu une position de principe, et même Tim Cook était monté à l'assaut pour dire non, c'est pas ça qu'on fait, et puis à un moment, le FBI a dit, never mind, c'est pas grave, en fait, on a trouvé un moyen, en utilisant d'autres outils qui sont basés sur les faiblesses de sécurité qui existent dans tous les systèmes, celui-là, on a pu rentrer dedans, merci beaucoup. Mais visiblement, d'abord, ces trous de sécurité sont corrigés petit à petit, mais ça rendrait encore plus difficile d'utiliser ce genre d'outils officiels, qui coûtent très cher. C'est-à-dire que le FBI a dû payer genre l'équivalent $1 million ou quelque chose comme ça pour pouvoir rentrer dans l'appareil, pour ensuite essayer de trouver des informations incriminantes, par exemple. Apple ne sont pas les seuls à faire ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être responsables de quoi que ce soit. Et pour ne pas être responsable de quoi que ce soit, il faut ne pas n'avoir accès à rien. Voilà. Donc au fur et à mesure du temps, ils ont aussi mis en place des chiffrements, y compris des données stockées sur le cloud, en disant, nous, à la police, aux autorités, qui demandent, qui font toujours des demandes, on a besoin d'accéder à ça et ça, on ne peut pas, on n'a pas les données. Voilà. Ils veulent pouvoir répondre ça à chaque coup. On ne peut pas vous donner quoi que ce soit. Michael dans le chat nous demande si c'est aussi le cas sur iPadOS. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Aucune idée. Aucune idée. Apple n'a pas fait de déclaration officielle sur le sujet. Pour l'instant, on n'a que ce qui a été
des témoignages de gens qui ont vu les iPhones redémarrer. Une affaire à suivre, quoi. On verra bien. Mais c'est très ancien parce que je me souviens d'avoir posé la question à Frédéric Morel, qui était un des responsables software d'Apple France, au temps où on pouvait avoir accès justement à ce genre de responsable chez Apple. Et c'était dans iChat au départ, qui était une version Apple de... je ne sais plus quel opérateur américain de Internet privé. Et on est dans les années 2003-2004. Là, déjà, c'était quelque chose qui était pris très, très au sérieux. Et je lui avais posé la question dans ces termes. Mais qu'est-ce qui se passe si il y a une demande de la police pour avoir accès aux données d'un suspect particulièrement dangereux? Et il ne m'avait pas répondu. Bon, ben, on aura sans doute d'autres nouvelles dans les jours qui viennent de cette nouvelle fonction donc, qui provoque le redémarrage des iPhones passés sous iOS 18.1 après 4 jours d'inactivité. On passe à notre dossier de la semaine et ce dossier, on a eu envie de le consacrer au nouveau Mac M4 qui est sans trop de doute, je crois, le chouchou de tous depuis qu'il a été révélé il y a 10 jours. C'est bien sûr le Mac Mini M4 et M4 Pro. Alors on en apprend tous les jours sur ce nouveau Mac qui est donc disponible comme ton MacBook Pro, Gilles, depuis le 8 novembre. D'abord des nouvelles sur les possibilités de mise à jour, notamment du stockage interne. Alors, il y a une bonne nouvelle, mais il faut la nuancer. Pas jusqu'au bout. Il faut la nuancer. Oui, alors il y a eu des vidéos de démontage. Je pense qu'on peut citer celle de Quinn Nelson de Snazzy Labs. Qui a fait un démontage et qui commente tout ça, et donc il montre à quel point l'intégration de ce Mac Mini est exemplaire malgré tout. On va dire, il y a quelques petits points qui chagrinent un peu, surtout moi, par exemple sur le bouton en dessous, on en reparlera après, mais qui montrent comme d'autres que il y a un disque, un SSD qu'on peut changer. Alors voilà, mais le connecteur n'est pas standard, faut quand même pas exagérer, il y a un petit effort, mais on ne sait pas exactement ce que ça signifie pour... en gros, donc on ne trouve pas de SSD de ce format-là dans le commerce, donc il va y avoir, j'imagine, des vidéos de démontage de Mac Mini 256 Go et puis à côté d'un 2 Tera pour voir si on peut faire l'échange. Je vous fiche mon billet, là qu'il y aura une vidéo chez Luc Miani qui va forcément faire ça parce qu'il est coutumier du genre. Qu'est-ce qu'on découvre d'ailleurs sur le design intérieur du Mac Mini là, depuis qu'il a commencé à arriver? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris, Gilles et Fabrice? Gilles, t'as quelque chose? Non, je l'ai trouvé extrêmement... Alors, je me souviens plus du nom du gars qui démontait et qui trouvait ça... il s'extasiait à chaque étage. Chaque fois qu'il avait accès à quelque chose, le système de refroidissement qui t'avait tapé dans l'œil, Benjamin, était particulièrement futé, avec un système de conduit pour amener l'air frais là où il en avait besoin. Enfin, c'est extrêmement futé, extrêmement bien fait, extrêmement accessible, même si l'accès à certains composants n'est pas évident, comme celui à la fin des fins pour accéder au système sur puce, mais vraiment c'est de l'ingénierie extrêmement bien faite. C'est vraiment bien pensé. Ouais.
on peut dire que c'est quand même une sorte de... C'est des étages à l'intérieur. C'est-à-dire que on va enlever une plaque après l'autre, et sur chacune des plaques a un rôle. La première, ça va être le ventilateur. La deuxième, ça va être, je crois, le Wi-Fi, si je ne me trompe pas, avec les connexions des antennes. Et comme ça, c'est comme un millefeuille, quoi. Ce qui a l'air de le rendre plus facile à réparer. Ça va être aussi quelque chose de très bienvenu, hein, malgré tout, parce que c'est pas qu'il va forcément tomber en panne, mais l'amélioration de l'indice de réparation. De toute façon, il y a aussi quand même quelque part un peu de pression des autorités, pas seulement européennes, hein, à faire évoluer ces appareils pour qu'ils soient réparables. Pour qu'on puisse... Alors, là, on va pas parler de batterie parce que c'est pas un portable, mais il y a quand même une pile sur les Mac. Une petite pile pour garder l'heure et la date, etc. C'est un des trucs souvent sur les... Gilles, tu nous diras plus de détails parce que je les connais pas bien, mais quand on veut redémarrer des vieux PowerPC enfin Power Mac, donc d'il y a longtemps, des fois il faut d'abord changer cette batterie qui dure des années. Enfin, donc cette pile, avant qu'il puisse démarrer. Et quand c'est soudé, c'est quand même embêtant. Donc là, on peut accéder relativement facilement à cette pile, qu'il s'agit au format BR1632, très bien. On va pas avoir besoin de la changer tous les ans, ni tous les 5 ans. Mais voilà, ça en dit long, je pense, sur les progrès et sur les efforts faits par Apple, peut-être un peu forcés, mais rendons leur hommage quand même, pour rendre leurs appareils plus réparables, comme ils ont fait à partir de l'iPhone 14 pour changer le dos de l'iPhone, par exemple. Juste à propos de gaz extasié. Le gaz extasié, à peu près toutes les 3 minutes, en disant « Oh là, il y a 3 ans, il y a 5 ans, ça aurait été collé. » Et là, c'est totalement déclipsable et accessible. Fabrice a raison, ils ont vraiment fait un effort. En fait, le SSD, il se présente un peu comme ce qu'on a connu à l'époque des barrettes mémoire, c'est-à-dire que il vient se clipser dans une sorte de rail, mais c'est pas le même format selon qu'on est avec le modèle M4 ou M4 Pro. Je sais pas si vous avez vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Juste pour dire que ce type de SSD déjà existe. Enfin, les disques au format NVMe sont comme ça, sont comme des barrettes justement, qui, à la différence des barrettes de mémoire vive auxquelles tu fais référence, qui se clipsaient, enfin se clipsaient sur le bord long, sur la longueur de la barrette. Et là, les disques NVMe ou celui-là qu'on voit dans le Mac Mini, les petites... comment dit-on? Là où ça se branche, quoi, le mot m'échappe. C'est sur plutôt le bord court, comme donc les NVMe. Mais ce n'est pas au format NVMe. Peut peut-être le regretter quand même un peu, parce que le format NVMe, c'est quelque chose qui est très standardisé, qui permet d'atteindre des vitesses aussi bonnes que les SSD à l'intérieur des Mac. Et si on pouvait changer, ça fait 3 semaines qu'on en parle depuis qu'ils sont sortis, changer les SSD des Mac sans passer par Apple, on gagnerait un peu d'argent. En fait, j'ai l'impression, si je comprends bien, que les barrettes pour le Mac Mini M4 Pro sont plus longues que celles pour le Mac Mini M4. Mais je ne suis pas sûr du type de l'une et de l'autre. Voilà. En tout cas, c'est pas le même format. Alors, Clipsider nous fait remarquer dans le chat que le format propriétaire d'Apple pour les SSD des nouveaux Mac Mini avait déjà été utilisé par les Mac Studio. Malheureusement, quelle surprise, ils ne sont pas intercompatibles entre eux. Alors, ça ouvre la porte à une évolutivité. Alors peut-être, j'aimerais bien y croire, éventuellement espérer qu'on puisse effectivement changer le stockage a posteriori. Ce serait déjà un progrès, parce que des fois on n'a pas le budget pour passer de 256 à 512, sauf que Apple va vendre le téraoctet toujours, enfin le gigaoctet toujours aussi cher. Ben oui.
Et c'est un petit peu dommage. Alors quand on voit les photos effectivement officielles d'Apple sur les pages de support, la barrette pour le Mac Mini M4 Pro effectivement est un peu plus longue et pas disposée de la même manière. C'est pas la même carte mère par définition. Donc je suppose que la réparabilité dont on parle, c'est ça, ça ouvre cette porte-là. Apple a mis en place il y a quelque temps déjà un programme de réparation qu'on peut faire soi-même. On s'en est déjà quand même pas mal gossé parce qu'on a vu, par exemple, pour les iPhones, ils envoient 2 caisses de 25 kg chacune ou 12 kg chacune, je ne sais plus, parce que c'est peut-être en pounds américains. Pour avoir la décolleuse, la recolleuse, le truc qui appuie, le truc qui tire, etc. Pour un Mac Mini, ça va être plus facile parce que il faut un tournevis ou deux parce que les vis sont aussi pas toutes les mêmes. Mais on pourra probablement, espérons-le, si ça casse, facilement ouvrir l'appareil, ça c'est gagné, et avoir des pièces détachées qu'on pourra faire venir chez soi. Voilà, on va pas cracher dans la soupe, ça c'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas, si vous envisagez de changer de SSD en interne dans votre nouveau Mac Mini, faites bien attention à ce que vous commandez et à ce que vous achetez. Ne vous trompez pas de techno ni de référence. Alors, on va revenir sur quand même ce détail du bouton d'allumage du Mac Mini. Beaucoup de commentaires sur les réseaux autour de l'emplacement de ce bouton. On en parlait la semaine dernière. Bouton qui est situé sur le dessous, à l'arrière gauche du Mac Mini. On a enfin une explication officielle d'Apple. Ça n'est pas un choix. C'est pas un choix, parce qu'ils ont dit c'est tellement petit qu'on n'a pas pu le mettre ailleurs. Alors... Est-ce qu'on peut les croire? Moi je dis bullshit. Je pense que... Qui l'a d'ailleurs déplacé? J'ai vu passer une photo d'un bouton d'allumage qui était déporté sur le côté. Mais c'était très moche parce que c'était comme une prolongation des connexions pour faire sortir le bouton à l'extérieur. C'était horrible, mais on pouvait effectivement l'allumer sans passer la main dessous. Alors, c'est quoi la justification d'Apple, Fabrice? Non, mais c'est vraiment ça. C'est pour dire que, globalement, ils ont refait tout l'intérieur. C'est beaucoup plus petit. Il a fallu le mettre là parce qu'il n'y avait pas la place pour le refroidissement et tout le team. Je pense aussi qu'il y a une volonté d'Apple de vraiment insister en disant un Mac, on n'a pas besoin de l'éteindre. Ça se met en veille tout seul. Ça fonctionne très bien. Il y a même une fonction qui existe depuis longtemps, c'est vrai, de redémarrage automatique après si on a une panne de courant. Sur un MacBook, ça n'a évidemment pas d'incidence puisqu'il y a une batterie, mais sur un ordinateur de bureau comme un Mac Mini ou un iMac, il s'éteint. Il peut redémarrer, on peut activer ça après une panne de secteur. Et comme ils disent qu'on n'a pas besoin beaucoup du bouton, c'est pas grave qu'il soit en dessous. Et puis en plus, c'est le... Alors a priori, j'ai entendu ça sur un podcast il y a pas longtemps. C'est en plus le Mac le plus léger jamais produit. Ouais. Le Mac de bureau le plus léger. 600 grammes, 600 grammes, nickel, ouais. Donc c'est pas grave en soi, je suis d'accord. Je voudrais justement préfacer les phrases que je vais dire après en insistant sur ce fait-là. Je vais pas me battre non plus, c'est pas très grave. Ce que je regrette un peu, c'est que pour une boîte qui prend tant de temps sur les détails, qui pense à beaucoup de détails d'interface et justement pour rendre leurs produits agréables à utiliser en toutes circonstances, je trouve que ça, c'est une erreur en fait. Même si on va l'utiliser ce bouton rarement, les fois où on en aura besoin, on va grogner. Et c'est ça qui m'épate en fait. Quand c'est sur un PC pas cher, on se dit c'est pas grave justement puisque c'est un PC pas cher. On a ce que on en a pour le prix qu'on a payé. Sur un Mac, globalement, on a été bien éduqué par Apple sur le sujet, on pense à tout pour vous, tout est bien, tout est beau, c'est agréable. Sauf là,
Et c'est ça que je regrette un peu. Je trouve que c'est un peu du même acabit que le Studio Display qui n'a pas de bouton du tout. Et que de temps en temps, on a quand même besoin de redémarrer parce que rappelons que dedans, il y a une carte d'iPad qui peut planter. Voilà. Et pour le redémarrer, il faut le débrancher. C'est quand même anti-ergonomique au possible. Et c'est ça qui m'étonne en fait. C'est pas grave, ça m'étonne. De temps en temps. Si ce bouton vous pose un problème, sachez que une bonne âme qui s'appelle Chapoco sur X a imaginé un dispositif à base de boutons poussoirs, un bras qui passe à l'arrière, et en appuyant sur le bouton sur le dessus, on va en fait on va indirectement appuyer sur le bouton sur le dessous. Alors c'est pas très joli, ça peut s'imprimer en 3D. Un autre utilisateur qui s'appelle MacGyver a réussi à sortir un petit prototype et à montrer que ça fonctionnait. Bon, c'est pas très joli. Moi, je trouve que quand même, c'est vrai, on utilise tellement peu souvent le bouton d'allumage et d'extinction. Avec ce Mac qui est tellement léger, c'est pas dramatique si on le soulève dans le coin, puis on appuie une fois de temps en temps. C'est plus une... ça tient presque de la gentille blague, et il y a aucun caractère de gravité. Tu voulais dire, Gilles, que de temps en temps, on a quand même besoin de débrancher le Mac ou un iMac ou un écran pour mettre à jour, pour mettre à zéro la mémoire vidéo, si ma mémoire est bonne. Ça m'est arrivé tout récemment pour faire redémarrer un iMac qui restait complètement inerte, et en fait en débranchant, en laissant 30 secondes, 1 minute l'iMac débranché et en le rebranchant, il redémarrait. Donc il y a peut-être ce truc-là qui est derrière la tête, qui est une mauvaise justification de la part des ingénieurs Apple, mais c'est une possibilité qui est là aussi. Bon, autre chose à ajouter sur ce Mac Mini? Alors en fait, moi j'aurais une question à vous poser. Ah. Pourquoi faire un Mac Mini aussi petit? Et ça vous laisse sans voix. Moi, parce que oui. Tu as une explication? Non, mais j'en ai pas justement. Le fait que le Mac Mini de génération précédente était trop grand, ça se voyait parce que l'intérieur était vide, puisque c'était une boîte qui était d'abord conçue, qui était conçue pour pouvoir accueillir un lecteur de disque optique, de CD puis de DVD. Ensuite, ils l'ont réduit un petit peu en hauteur, puisqu'il n'y avait plus besoin de lecteur de disque, de Super Drive. Très bien. Donc, le réduire un peu, pourquoi pas. Mais, en fait, est-ce que c'est bien nécessaire de faire autant d'efforts pour un produit qui se vend un peu très bien, mais quelle est la justification? Je me pose la question, en fait. Ils peuvent le faire, visiblement ils peuvent, ils l'ont fait, mais du coup, il aurait fait, au lieu de 12 cm 7, il en aurait fait 15 de côté, c'était bien aussi, quoi. Voire, ça aurait pu permettre de mettre un peu plus de ports, des machins comme ça, tu vois. Alors moi, il y a un bouton, marche-arrêt devant. Ouais. J'ai deux réponses à te proposer. Ouais. La première, je pense que c'est un enjeu marketing. Il fallait qu'il soit tout petit, tout mignon, craquant, etc. Il joue totalement là-dessus dans la com autour du Mac Mini. Et la deuxième, qui n'est pas forcément anodine, c'est que ça fait une boîte plus petite, ça fait des expéditions moins chères. Et comme ils veulent le vendre, comme ils le positionnent et ils le présentent d'ailleurs comme le premier Mac neutre en carbone, ils ont, j'imagine, fait des expéditions uniquement par container, par bateau. Il n'y a pas eu de transport en avion, donc il y a peut-être un enjeu au niveau du transport pour maintenir le prix à un certain niveau. Et puis la troisième raison, tu l'as donnée, je pense qu'il y avait de toute façon beaucoup de place perdue dans le boîtier du Mac Mini jusqu'à la dernière génération, et ça n'arrivait plus à rien de faire des Macs trop grands.
J'ai une hypothèse. Voilà, c'était quasiment les moules des premiers modèles. Hein. Donc, il était temps que ça change un petit peu quand même. Ouais. Gilles, est-ce que tu as une autre explication? Oui, le cluster. Les gens ont déjà commencé à en mettre 4 les uns sur les autres pour faire du travail sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc, à cette taille-là, on va pouvoir, je ne me souviens plus le gain de place, mais la quantité de Mac Mini qu'on va pouvoir ranger dans les armoires, en plus, par rapport à ce qu'on avait fait au départ, hein, les gens s'étaient emparés du Mac Mini dans sa version la plus costaud pour faire du calcul à haute valeur ajoutée. Donc, je me dis qu'il y a éventuellement cette hypothèse-là. Alors, moi, je dois quand même dire un truc, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il est tout petit, beaucoup plus petit et tout. C'est vrai, il est beaucoup plus petit, mais il est quand même plus épais, et nettement plus épais, que les Mac Mini précédents. Donc, il aurait été de la même épaisseur en étant plus petit, ok. Mais il est plus petit, mais plus épais. Alors, il y a certes un effort de compacité, mais... On gagne quand même sur le volume. Si tu les mets côte à côte, il y a une vraie différence. Il est beaucoup plus épais, quand même. On gagne quand même sur le volume. Il me semble que ça a été cité dans la communication marketing d'Apple. Je crois qu'il ne communique que sur la réduction de l'espace occupé vu du dessus. Oui, surtout. Ouais. Surtout. Bon, et puis il est léger, etc. Alors, il y a Fred dans le chat qui nous dit que rien que le fait de pouvoir le mettre sur un bureau sans que le bureau soit encombré par l'ordinateur, c'est super. C'est vrai. Alors, c'est vrai. C'est du coup aussi un peu ce que propose l'iMac, puisque c'est un peu ça aussi. Parce qu'il faut toujours un écran. Après, je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir un écran séparé pour pouvoir changer l'ordi sans avoir besoin de changer l'écran, ce qui est quand même mieux en termes de longévité des appareils et d'écologie. Donc, non, voilà, c'est intéressant. Clipsider nous parle aussi du fait qu'il est, comme tu dis, Benjamin, plus léger, transportable, optimisé au maximum pour le rapport composant espace disponible, donc transportable, voilà, effectivement. Donc, une des réponses, c'est pourquoi pas, puisqu'on peut le faire, faisons-le. Voilà, ouais. Bon, voilà, c'est intéressant, je trouvais, d'essayer de déterminer un peu pourquoi c'était comme ça, puis on en reparlera dans le bonus pour réserver à nos soutiens Patreon, justement. Je crois qu'on aura des éléments de réponse aussi avec le facteur de forme qui sera choisi pour le Mac Studio et pour le Mac Pro. Savoir s'ils adoptent ce type de compacité ou s'ils en restent au design qui avait été développé spécialement pour le lancement des puces M1. On va rappeler d'ailleurs qu'Apple était revenu en arrière avec le Mac Pro M2. M2, le Mac Pro. Le Mac Pro, il est encore M2, oui. C'est ça, Souvenez-vous, avant le Mac Pro M2, on avait le Mac Pro poubelle de table, comme on l'appelait, le Oui. Il était beaucoup plus compact. C'était une vraie rupture en termes de design. Et Apple est revenu à un format tour avec le Mac Pro M2. Donc, est-ce qu'Apple va à nouveau revenir sur un petit format qui ne permet pas forcément de mettre des cartes à l'intérieur, etc. Il y a plein de questions qui en découlent de ce design. Donc, effectivement, Gilles, tu as raison. Ça va être très intéressant de regarder ce que fera Apple sans doute au début de l'été prochain, au moment de dévoiler les nouveaux Mac Pro et Mac Studio. On passe à nos coups de cœur et à nos cartons de la semaine. Alors, je ne sais pas si vous en avez. Fabrice, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer de bien Gilles, ou de mal? Il y a Gilles qui va tricher. J'ai vendu la mèche. Alors, j'ai
Pour une fois n'est pas coutume, je vais parler un peu de séries télé, mais pas seulement. Il y a la saison 2 de Silo qui va pas tarder à arriver, je crois que c'est vendredi prochain, ou bientôt en tout cas. Et je me suis mis à lire le premier bouquin dont est tirée la série. Ouais. En anglais, ça s'appelle Wool, W-O-O-L, de l'auteur Hugh Howey, H-O-W-E-Y. Alors du coup, maintenant, la couverture du livre, je vais vous montrer sur mon Kindle. Pour ceux qui ont pas la couleur, c'est pas grave, parce que mon Kindle est en noir et blanc. Mais donc sur la couverture, maintenant, on voit les personnages de la série, en fait, avec Rebecca Ferguson, l'actrice qui tient le rôle titre. Et donc Silo, ça s'appelle Wool en bouquin. Oui. Le bouquin s'appelle Wool et il y en a 3 en fait. Je voulais signaler ça parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que le bouquin est plutôt bien, mais je trouve la série mieux. Et je me suis aperçu aussi d'un truc, c'est que arrivé à un petit peu moins de la moitié du livre, en fait, on arrive plus ou moins à la fin de la première saison. Voilà. Mais donc du coup, on découvre des personnages un peu différents et je trouve que pour une fois, c'est pas mal. Je trouve la série mieux, mais les livres et séries sont complémentaires, donc je voulais signaler ça parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et que le bouquin m'a happé dès le début, et donc voilà. Et le fait d'avoir vu la série avant, je trouve que c'est pas mal pour donner des images qui sont peut-être un peu moins bien rendues dans le bouquin, mais c'est très complémentaire, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, Silo saison 2, ça commence dans 3 jours, c'est vendredi, le 15 novembre, au rythme d'un épisode par semaine, donc il faudra être patient pour aller au bout. Je crois que ça se terminera mi-janvier, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y aura 3 novembre, décembre, sur 2 mois de diffusion. Gilles, laisse-moi deviner, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme coup de cœur cette semaine? Fabrice, en bon franco-américain, a renversé les haricots, c'est-à-dire que, en bon français, il a vendu la mèche. Non, ça ne pouvait pas ne pas être le MacBook Pro 14 pouces M4 Pro. Là, il est vraiment extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Non, ils ont vraiment réussi leur coup. C'est un effet waouh. Comme il y a peu de machines m'ont fait jusqu'à présent, peut-être le MacBook Pro Unibody en 2008, donc ça fait un petit moment, quoi. Le rideau retombe sur l'épisode de cette semaine. On vous donne déjà rendez-vous mardi prochain pour l'enregistrement en streaming et dans la foulée en podcast sur toutes les plateformes. On envoie un merci particulier, tout particulier à nos soutiens sur patreon.com/aweek et notamment à celles et ceux qui étaient dans le chat à suivre cet enregistrement en streaming. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux, que ce soit sur X, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch et sur LinkedIn Live. Dans un instant, si vous êtes parmi nos soutiens sur Patreon, ne bougez pas. Le plaisir continue avec le JT de la semaine qu'on va enregistrer d'une traite et dont vous profiterez en replay chaque jour dans le flux du podcast. Et puis pour nos soutiens Patreon, ce sera le bonus hebdo exclusif qu'on consacre cette semaine aux autres ordinateurs mini. Il n'y a pas que le Mac mini dans la vie, il y a aussi des PC mini. Et on va jeter un œil du côté de la face obscure de l'informatique pour voir ce que valent ses concurrents du côté du monde PC. Salut à toutes et à tous, à mardi prochain. Merci les amis, merci Gilles. Avec plaisir, grand plaisir même. On te laisse en bonne compagnie, hein. Tu dors avec ? Non, je dors avec ma douce moitié et éventuellement mon nouvel appareil photo, un peu comme un Marines, avec son flingue. Cet homme est fou. Bonne nuit Gilles en tout cas, et salut Fabrice. Salut à toutes et tous, salut Benjamin. Je vais faire un petit salut spécial aussi à d'autres qui nous suivaient sur X. Pardon, on peut pas faire remonter les commentaires quand ils sont sur X sur notre plateforme Riverside. Ça viendra
peut-être un jour. Donc un petit salut à Frédéric et à Pierre qui nous suivaient sur X aussi. Merci à eux d'être là et d'être toujours fidèles au rendez-vous. Salut à tous, merci de votre fidélité. À mardi prochain. Très bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Rien que pour vous, chers soutiens, sur Patreon, merci d'ailleurs de votre fidélité. On a besoin de vous plus que jamais à l'approche du Black Friday. C'est le moment où on va devoir faire nos achats et nos renouvellements de licences logicielles. Donc, plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour pouvoir justement repartir pour une saison, on va dire. Et donc, on reste avec vous juste après ce générique de fin pour en remettre une petite couche quand même sur le sujet du Mac Mini. Puisqu'on ne parle que de lui depuis 15 jours, mais faut pas oublier quand même que l'autre côté, en face, du côté obscur, il y a plusieurs PC tout petits qui n'ont pas que des défauts. J'ai envie de le dire comme ça. Fabrice, tu peux nous donner une idée du paysage ? Oui, alors en fait cette histoire de mini PC ça a commencé, ça fait longtemps que ça existe, et puis il y a eu les NUC d'Intel, donc c'était vraiment c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est, imaginez un Mac Mini qu'on connaît aujourd'hui, mais qui existe depuis 7-8 ans, un peu pareil, un peu cubique. Ils se sont évidemment inspirés du design du Mac Mini qu'on connaît depuis tant d'années, c'est-à-dire un carré avec des coins arrondis, mais avec certains PC qui sont des carrés de 10 cm de côté, plus petits que le Mac Mini. Hein. Je trouve ça intéressant parce que on ne tarit pas d'éloges, et on a raison, sur les capacités notamment des processeurs d'Apple, les M1, M2, M3, M4 maintenant, à pouvoir fonctionner parfois sans ventilateur, comme sur les MacBook Air, ou en tout cas en diffusant très peu de chaleur et en ayant très peu besoin d'un ventilateur, même dans les Mac Mini maintenant. Et on sait que les processeurs Intel ou AMD sont pas aussi bons en termes d'efficacité énergétique notamment, mais ça n'a pas empêché des constructeurs, et donc il y en a plein. Il y a des marques comme Beelink, B-E-E-L-I-N-K, des marques comme donc il y a NUC d'Intel, il y a Xiaomi qui fait des mini PC comme ça, qui sont plus ou moins épais, mais qui sont souvent entre 10 et 12-13 cm de côté. Et puis, je pense que tout le monde sait où je veux en venir, qui ont tout un tas de ports, qui ont encore aujourd'hui des ports USB-A. Alors ça, c'est pas une critique, je pense qu'on peut faire au Mac Mini, c'est-à-dire qu'à un moment, le port USB-A, il faut qu'il disparaisse. De la même façon que... Ça prend de la place. Ça prend de la place, mais... Bien sûr, mais donc c'est possible quand même. On peut mettre des ports USB-A. Bon, comme en 97, l'iMac avait justement laissé tomber tous les autres ports pour passer à l'USB, le premier USB, qui est devenu l'USB-A. Il y a un moment, faut sauter le pas et abandonner l'USB-A. Mais on trouve encore des mini PC qui ont un ou deux ports Ethernet. Certains en ont deux. Justement, ça permet de faire des mini-serveurs, une prise HDMI et une prise DisplayPort, 2 ou 3 ports USB, A ou C, une prise jack, l'alimentation interne et un bouton marche-arrêt devant ou derrière, comme il faudrait, comme normal, comme il faudrait. Allez, je me reprends. Comme traditionnellement, allons-y, disons. Donc, c'est possible, y compris sur un PC. Voilà. Ces mini-PC-là, imaginez vraiment un Mac Mini, c'est franchement à peu près le même format, qui ont des bouches d'aération qu'il n'y a pas sur le Mac Mini, qui fait son fameux cycle d'air en prenant l'air devant pour le rejeter derrière. Les mini-PC ont souvent une sorte de grille ou des trous derrière dans l'épaisseur, comme quoi c'est donc possible aussi. Globalement, ce sont des PC qui sont souvent pas très chers.
Il y en a qui sont à 150 €. Alors ça, on est vraiment dans le monde du PC. Faut pas s'attendre à des miracles, ça va pas très vite. Ouais. Mais pour 5 ou 6 ou 700 €, on va avoir un PC qui va avoir donc la dernière génération des processeurs Intel ou AMD, qui vont bien en termes de vitesse, qui vont avoir un ventilateur qui va se déclencher un peu plus souvent, voire beaucoup plus souvent qu'un Mac, ça c'est évident, mais qui pour le même prix va être équipé de 32 Go de RAM et de 1 Tera de stockage. Voilà. Et c'est là où en fait je trouve la lune de miel qu'on peut avoir avec le Mac Mini s'arrête, c'est-à-dire que le modèle de base est globalement en termes de rapport qualité-prix, je crois, parfaitement imbattable. Tu parles du Mac là. Ouais. Je parle du Mac, 600 € avec 16 Go de RAM et 256 Go d'SSD, voilà, formidable. Mais dès qu'on veut ajouter des options, pardon, hein, je remets une couche sur le problème, mais il faut, on rappelle que l'unité de compte c'est 230 €. Sur ces mini PC qu'on peut facilement ouvrir, on peut changer, il y a encore de la place pour des barrettes de mémoire standard et des disques NVMe sur certains modèles, qu'on évoquait dans l'émission, pour changer le SSD, avec un SSD de 1 Tera qui va coûter 100 balles. Voilà. Donc c'est là où, voilà. Je voudrais faire une bise spéciale à notre ami Frédéric Crassa, qui, dans le dernier épisode, j'y étais pas, mais que j'ai écouté, qui a dit « Ah, on fait pas ça ailleurs ». Ben, je voudrais mettre un petit bémol, quoi. Ouais, voilà, tu fais bien. Tu fais bien. Gilles, tu suis un petit peu, même de très loin, ce qui se passe en face, du côté de ces tout petits ordinateurs. Oui, ça rappelle un peu les Sinclair de notre folle jeunesse. C'est-à-dire que c'est... Sinclair, oui. Ouais. Les ZX Spectrum ou 80 ou 81, je ne sais plus. Mais ça ressemblait pas du tout à un cube. Non, c'était un tout petit truc avec un clavier... C'était plat avec un clavier avec des touches molles. C'est ça, à pression. Des touches affleurantes. Ouais. Oui, mais ça fait un peu cette impression-là. Et je suis perplexe. Je voudrais que Fabrice me reconfirme que dans ces tentatives louables de faire un ordinateur de cette taille, il y a bien l'alimentation à l'intérieur. Absolument. Ce qui est le cas du Mac Mini, y compris dans cette nouvelle version, quoi. Je te confirme ça. Par exemple, alors, une de mes sources pour les auditeurs que ça intéresserait, c'est mon très cher chef, rédacteur en chef de Comment ça marche, qui s'appelle Félix Marciano, qui écrit souvent des tests de ce genre de petits PC qu'il affectionne particulièrement. Et vous pouvez vous rendre sur commentsamarche.net et puis trouver des articles de Félix Marciano. Et il y a notamment B-Link, donc, que j'ai déjà cité, une autre marque dont le nom m'échappe là maintenant, mais ça va peut-être me revenir. Voilà. C'est vraiment c'est presque ces petits cubes un peu aplatis avec j'ai vu Geekom aussi. Voilà, Geekom, voilà, il est très fan de le Geekom. Le GT13 Pro. Voilà. Y a l'alimentation dedans, c'est des alimentations qui peuvent monter à 145 watts. Donc il y a tout ce qu'il faut. On est d'accord. Alors, j'ai envie de dire, le principal inconvénient de ces machines, c'est Windows. Hein. Finalement, c'est pas le processeur. Ouais. Et un dégagement de chaleur qui fait que le ventilateur qui est dedans sera peut-être, dans certains cas, pas tout à fait suffisant, mais ce que je veux dire, c'est que ces PC-là, ils sont abordables, ils sont de petite taille, ils sont légers comme le Mac Mini, et pour des gens qui ont des besoins normaux pour faire du web et répondre à leurs mails et profiter des outils et de toutes les fonctions intégrées à Windows, elles sont nombreuses, ben c'est parfait. Ça marche très bien, quoi. Ouais, voilà. Le Geekom commence à 549 €. Alors, voilà. Avec une réduc Black Friday et un code qui est dans l'article de Félix, hein, sur comment ça marche pour oui. Donc, oui, en fait, il est à 749 et à 949 € en prix normal. Voilà.
Donc effectivement, il est plus cher que le Mac Mini M4 de base. Dans sa version minimaliste. En revanche, la version entre guillemets haut de gamme est beaucoup moins chère que le Mac Mini M4 Pro, mais je suis même pas sûr qu'on puisse les comparer en fait. Non, alors voilà, on jongle un peu entre les limites parce qu'on a franchement des PC comme ça qui sont souvent mieux équipés au même prix ou vraiment très équivalent en termes de mémoire, de stockage, comme je disais. C'est pas les mêmes machines, c'est pas. Je vais pas refaire la guerre Mac PC ici, hein. Mais c'était juste pour rappeler que Apple invente pas tout, comme les gens d'en face inventent pas tout non plus. Et c'est une autre réponse à la question que je vous posais dans l'émission aussi. Pourquoi faire petit ? Parce que quand même là ça existe en face, et que un des attraits d'un tout petit ordinateur, c'est donc que ça prend moins de place. Pour faire un peu un retour en arrière comme les affectionne Gilles, j'ai des tendres souvenirs de mes premières tours de PC qui pesaient plusieurs kilos, et qui étaient hautes de, je sais pas, 70 cm, et que ça prenait une place folle et ça faisait un boucan de tous les diables. Donc ça, voilà, on s'est un peu amélioré, mais il n'y a pas que le Mac qui fait ça. Voilà, cher soutien Patreon, petit bonus pour vous sur le côté obscur. Hein. C'est vrai qu'on imagine que si vous êtes avec nous, c'est que vous vous intéressez plus au Mac Mini M4. Mais c'est toujours intéressant et on n'a jamais voulu avoir d'œillère dans les week. Donc jeter un œil sur ce qui se fait en face, c'est toujours intéressant. Et même si c'est pour nous dire que finalement on est très bien de ce côté-là. Merci de votre soutien et de votre fidélité, et à très vite pour la suite. Bye bye. Merci salut à Fabrice. tous. Et ciao, salut ciao. Gilles, merci beaucoup. Salut, à bientôt.